sachant que le besoin éducatif ne concerne pas uniquement les enfants et que l'éducation ne se limite pas à la scolarisation, nous avons approché dans le cadre de notre magazine Le Savoir le responsable du service central éducation à la vie pour en savoir davantage. Généralement, quand on pose la question de savoir éduquer c'est quoi, mais simplement je dirais que éduquer c'est d'abord conduire à l'autonomie. C'est la définition la plus simple que l'on peut donner au mot éducation. Éduquer, c'est conduire à l'autonomie. Et lorsque nous disons éduquer, on peut aussi dire que c'est l'action, c'est ça selon les psychologues, les pédagogues, les psychologues, c'est l'action menée par l'adulte sur un non-adulte, toujours en vue de rendre celui-ci plus responsable, en vue de le rendre autonome. Ça, c'est le principe général de l'éducation. Et nous faisons l'éducation à la vie. Et quand nous faisons l'éducation à la vie, c'est parce que nous voudrons former l'homme. Tout l'homme. C'est-à-dire corps, cœur, esprit, donc dans toutes ces dimensions, nous voudrons les former pour qu'il arrive à s'épanouir dans la vie, pas n'importe quelle vie, dans la vie sociale, dans la vie individuelle, dans la vie professionnelle, et pourquoi pas dans la vie familiale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, souvent quand on nous pose la question de savoir, mais pourquoi vous avez choisi la dénomination éducation à la vie, au lieu de vous appeler éducation à la vie familiale, éducation à la vie sexuelle, nous disons non. Nous avons choisi éducation à la vie parce que l'homme que nous voulons préparer à travers le programme d'éducation à la vie, c'est un homme qui doit pouvoir s'assumer. Tant qu'il aura choisi de vivre et de se marier, donc de vivre dans une famille, d'avoir une femme et des enfants, c'est un homme que nous avons choisi de préparer, nous avons voulu préparer et qui peut s'assumer s'il veut être assumer de vivre le célibat consacré, par exemple. C'est un homme que nous aurons préparé pour être citoyen responsable de ce pays. C'est pourquoi nous disons que nous préparons l'individu à la vie tout court, pas seulement à la vie familiale, pas seulement à la vie des citoyens, pas seulement à la vie sociale, mais nous les préparons pour toute la vie. Et quand il faut revenir aux cibles que nous abordons à travers le programme d'éducation à la vie, nous dirons que les cibles, nous les classons en deux ordres. Mais les principales cibles abordées par le programme d'éducation à la vie, c'est les jeunes. Le programme d'éducation à la vie vise d'abord à travailler avec les jeunes. Parce que nous estimons que les jeunes constituent ces maillons-là par lesquels on passe vers la phase adulte. Si les jeunes sont bien préparés, bien éduqués à la vie, bien éduqués à assumer leurs responsabilités, et bien demain ils deviendront des citoyens responsables de ce pays. Ils deviendront des parents responsables dans ces pays ici. Donc c'est pourquoi la cible principale abordée dans le programme d'éducation à la vie, c'est d'abord les jeunes. Mais vous allez comprendre avec moi que pour atteindre les jeunes, nous devrons passer par toutes les structures qui les encadrent. Les jeunes, nous les trouvons où? Dans les écoles. Les jeunes, nous les trouvons où? Dans les associations. Les jeunes, nous les trouvons où? Dans les clubs. C'est pourquoi dans l'action éducation à la vie, au-delà des jeunes qui sont nos cibles plus principales, nous essayons de former des éducateurs des jeunes. Par exemple, les parents. Nous donnons une formation que nous appelons éducation parentale pour permettre aux parents de mieux encadrer leurs enfants, de mieux encadrer les jeunes, pour que ceux-ci, une fois devenus adultes, devenus responsables, qu'ils puissent s'assumer comme il se doit. Pour atteindre les jeunes, nous formons les enseignants. Parce que ce sont eux qui s'occupent des enfants dans les écoles, de ces jeunes dans les écoles. Et nous donnons une formation appropriée aux enseignants pour qu'ils puissent dispenser les cours d'éducation à la vie auprès de ces jeunes dans les écoles. Et comme tous nos jeunes ne sont pas dans les écoles, il y a un grand nombre qu'on trouve dans les associations, dans les clubs, mais qui n'ont peut-être pas eu cette chance d'étudier. Eh bien, nous formons aussi des encadreurs dans les associations. Ce sont des pères éducateurs, si vous voulez, pères éducateurs adultes, parents, et même des pères éducateurs jeunes, surtout les grands jeunes, pour qu'à leur tour, ils puissent encadrer leurs collègues dans leur milieu. Mais en dehors des écoles, de ce que nous pouvons appeler le secteur formel, c'est-à-dire les écoles, où nous trouvons les enseignants, mais nous avons aussi le secteur non formel, c'est là où nous avons les parents, mais nous avons aussi des filles mères, appelons-les des mères célibataires, des jeunes mères, des filles mères,
Nous avons aussi des programmes spécifiques pour les conjoints, c'est-à-dire époux et épouses. Parce que tout parent n'est pas nécessairement époux-épouse. Il y en a qui ont eu des enfants, mais qui ne sont pas qui ne vivent pas une vie familiale normale, si nous pouvons nous permettre l'expression. Nous atteignons aussi les religieux, ou ceux qui se préparent à la vie religieuse, parce que ce sont ces mêmes gens que nous trouvons qui encadrent aussi les jeunes et les parents dans les églises et dans les paroisses et autres groupes. Quand nous parlons avec les jeunes, quand nous abordons les jeunes dans les écoles ou dans les structures du secteur non formel dans lesquelles nous les rencontrons, nous trouvons qu'il est aussi important de parler aux jeunes de l'hygiène. Et dans l'hygiène, nous voyons l'hygiène corporelle, nous voyons l'hygiène alimentaire, nous voyons l'hygiène mentale, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a parmi les jeunes, il y en a qui sont un peu, qui utilisent certaines pratiques telles que la toxicomanie, la consommation de la drogue. Il faut parler de l'hygiène mentale, il faut parler de l'hygiène corporelle, il faut parler de savoir-vivre en général. Il faudra aussi montrer aux jeunes la nécessité ou l'importance de la planification. Aujourd'hui, quand on parle planification, on voit uniquement un aspect, je regrette beaucoup de le dire, c'est malheureux. Quand on parle de planification, on voit plus un aspect planification familiale. Alors qu'il est très important pour tout le monde de savoir planifier, et particulièrement pour les jeunes. Un jeune doit pouvoir planifier ne serait-ce que sa journée. Il ne peut pas se réveiller un matin, sortir de son lit, et puis venir se coucher le soir, sans savoir comment il va passer sa journée. La planification de la journée, c'est une activité importante pour les jeunes. Nous trouvons aussi qu'il est important, quand on est avec les jeunes, d'aborder les aspects relatifs aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH-Sida, parce que c'est un phénomène qui est un problème qui est toujours actuel. Le sida n'a pas encore été vaincu. Il faudra que nous poursuivions l'information, l'éducation, la sensibilisation sur cet aspect. Et quand nous sommes avec les jeunes, nous pensons aussi qu'il faudra nécessairement aborder les notions relatives à l'amour, l'amitié, l'amour. C'est un problème qui préoccupe les jeunes. Est-ce qu'on peut vivre l'amitié aujourd'hui? L'amour, c'est quoi? Peut-on vivre une amitié sans avoir des enfants? Ce sont des problèmes que nous creusons particulièrement avec des jeunes, non pas en leur apportant des matières sous forme de directives ou de potions magiques à consommer, mais c'est dans des débats, dans des échanges que nous essayons de partager notre expérience, de les écouter et de faire la clarification des valeurs et trouver ensemble avec eux les options possibles à suivre. Avec les jeunes, nous abordons aussi les options de la vie d'adulte. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'ils ont devant eux un éventail d'options. On n'est pas obligé d'être époux ou épouse demain. On peut choisir de mener sa vie, peut-être en se consacrant aux autres d'une façon ou d'une autre, et que pour toute option qu'on aura prise dans la vie, ça nécessite une préparation. Et que quand on s'est préparé et qu'on a fait un choix dans la vie, les choix supposent aussi des engagements, le respect des engagements pris. Comment tenir son engagement? Voilà quelques thèmes, quelques éléments de contenu que je peux ajouter. Mais quand nous sommes particulièrement avec les parents, nous trouvons qu'il est très important de les avoir, de traiter avec ce que nous appelons l'éducation parentale. Certains de nos parents, c'est d'ailleurs le cas pour la plupart, n'ont pas vécu à notre époque. Beaucoup de phénomènes que nos enfants vivent aujourd'hui, nos parents ne les ont pas connus comme tels. L'homosexualité, le lesbianisme, la toxicomanie, et tous ces courants que nous avons aujourd'hui, les films pornographiques qui sont projetés malheureusement à travers, disons, à longueur de journée par certaines chaînes. Tous ces phénomènes nouveaux, nos parents ne les ont pas connus. Et lorsque les parents vivaient, il y avait des barrières coutumières qui se présentaient sous forme de traditions, qui étaient un peu de garde-fous. Mais aujourd'hui, tout cela, dans nos milieux urbains surtout, ça n'existe presque plus.
Au point que nous devons préparer les parents à encadrer autrement les enfants qu'ils le faisaient hier dans leur société. Il y avait aussi des méthodes, des pratiques qu'on pouvait appliquer hier facilement dans les villages et qui seraient entendues et comprises par les jeunes. Mais aujourd'hui, très peu de jeunes accepteraient ça. Et d'ailleurs, quand un parent le dit ou essaie de l'appliquer, les jeunes n'hésitent pas de dire bon, ça c'est à votre époque. Voilà pourquoi il faut préparer les jeunes ou les parents, outiller les parents pour qu'ils soient en mesure d'encadrer les enfants aujourd'hui. Et ça, nous abordons ça dans les thèmes d'éducation parentale. C'est en fait une forme d'alphabétisation thématique que nous faisons avec les parents. On ne peut pas prendre les parents, les remettre totalement à l'école pour leur apprendre la sexualité, c'est quoi. Mais il y a quand même quelque chose, des informations utiles que nous pouvons leur donner sur l'anatomie, la physiologie de l'homme, des organes génitaux masculins ou des organes génitaux féminins, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe chez l'homme, qu'est-ce qui se passe chez la femme, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant à partir de la puberté, qu'est-ce qui se passe à partir de l'adolescence, pour que, étant informés, outillés, ils soient à mesure d'encadrer leurs enfants qui auront atteint cet âge. L'impact, je peux le situer à deux niveaux, du point de vue quantitatif, mais du point de vue qualitatif aussi. C'est en 1970, 1970 si vous voulez, que le programme d'éducation à la vie avait démarré en République démocratique du Congo par sa fondatrice, la sœur Betsy Brock. Mais en 1970 ou 70, quand ce programme avait commencé, les cours d'éducation à la vie au niveau des écoles n'étaient qu'enseignés que dans les classes terminales des écoles secondaires, c'est-à-dire en 5e secondaire et en 6e secondaire pour le cycle long ou en 4e pour le cycle court. Mais ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont demandé, lorsqu'on les abordait en 5e, en 6e, donc dans l'année terminale, ils ont dit mais non, mais ce que vous venez nous dire aujourd'hui, ce dont vous venez nous parler aujourd'hui, pendant que nous sommes en 5e ou 6e année des humanités, mais ce sont des choses que nous avons déjà fait il y a 3-4 ans. Mais ce cours est très important. Si vous étiez venu avant, il y a des choses que nous n'aurions pas, il y a des comportements que nous n'aurions pas affichés. N'auriez-vous pas bien fait de commencer un peu plus tôt? C'est comme ça que, de la 5e année, donc des classes terminales, le cours d'éducation à la vie a reculé. Donc maintenant, là, il est enseigné de la première année primaire jusqu'à la 6e année des humanités. C'est déjà un élément de l'impact. Un deuxième élément, au début, et c'est tout à fait normal, puisque la fondatrice de cette œuvre, l'éducation à la vie, c'est une religieuse catholique. Au début, ce programme était adopté d'abord par les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, depuis 2007, c'est dans tout le bulletin des élèves que vous trouvez les cours d'éducation à la vie. Donc le programme a été adopté par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, au point que le cours d'éducation à la vie, c'est un cours qui est enseigné au niveau national. Nous vous avons dit que dans les écoles, ce sont les enseignants que nous formons. Dans les structures secteur non formel, dans les associations, les clubs qui encadrent les jeunes en milieu extrascolaire, ce sont les leaders que nous formons. Mais plus d'une fois nous sommes avec ces leaders, ils témoignent des changements de mentalité, des changements positifs de comportement observés auprès de leurs jeunes. Au point que beaucoup d'encadreurs ou de leaders de jeunes, et même d'enseignants, se font inscrire pour devenir à leur tour des éducateurs à la vie. Si vous pouvez sortir de notre enclos ici, vous verrez qu'il y a un tableau là-bas. Nous organisons un séminaire de formation, mais les enseignants veulent se faire enregistrer librement parce qu'ils veulent devenir ces éducateurs à la vie. Donc c'est un enseignement qui interpelle, qui permet à la personne elle-même de s'améliorer, de s'amender, de changer positivement de comportement. Et ceux qui trouvent qu'ils ont le temps, qu'ils sont disponibles pour partager ce dont ils ont bénéficié eux-mêmes avec d'autres, eh bien, ils viennent se faire former pour qu'à leur tour, ils encadrent les autres. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à travers la République démocratique du Congo, il y a plus de 20 000 éducateurs à la vie formés, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés et qui s'occupent, qui encadrent les jeunes ou leurs collègues dans leur milieu. Ce sont des personnes que nous ne payons pas. Aujourd'hui, le programme d'éducation à la vie n'est plus développé qu'au Congo. Il y a des pays, en dehors de la République démocratique du Congo, qui sollicitent l'éducation à la vie, qui ont déjà bénéficié de formations en matière d'éducation à la vie, et qui, grâce à l'expérience de ce service dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, ont pu développer des programmes d'éducation à la vie chez eux. Je peux citer la Côte d'Ivoire.
les Sénégalais étaient là, les Maliens étaient là, les Burkinabés étaient là, et j'en passe. Il y a les Madagascar, qui compte 10 diocèses. Mais le DINEC, donc la Direction nationale de l'enseignement catholique de Madagascar, a invité à 3 reprises l'équipe du service central d'éducation à la vie. Et aujourd'hui, quand vous allez au Madagascar, sur toute l'île, compte 10 diocèses, vous trouverez que les programmes d'éducation à la vie sont développés. Le Cameroun, ici en Afrique centrale, et pas plus tard que l'année passée, il y a la République de Seychelles. S'il n'y avait pas d'impact dans tout ce qui s'est fait, eh bien on ne pourrait jamais avoir une telle audience. S'il faut parler de caractéristiques d'une personne ou d'un homme éduqué, je dirais d'abord que c'est la personne qui est autonome, c'est-à-dire qui sait en toutes circonstances prendre position en faisant des choix judicieux, utiles, responsables. Je peux dire aussi que c'est une personne qui sait allier, c'est-à-dire combiner, tenir compte de l'instruction, mais aussi des valeurs acquises ou développées. Quand je dis qu'un homme, une personne qui doit tenir compte de son instruction, mais aussi des valeurs acquises ou développées, c'est parce que dans nos milieux, nous voyons souvent qu'il y a plein d'intellectuels, mais qui souvent ne recourent pas aux valeurs acquises. Aux valeurs acquises. Parce que si vous avez, je prends l'exemple d'un professeur dans une école, il donne cours très très bien. Mais au-delà des cours qu'il dispense très bien, c'est quelqu'un qui se laisse corrompre par les élèves, qui se laisse corrompre par les étudiants. Il a l'instruction, mais ce qui fait défaut, qui fait qu'il se laisse corrompre, c'est le corps. C'est-à-dire que l'instruction est là, mais au niveau du développement, de l'acquisition des valeurs, il y a encore un problème. Mais celui qui sait allier instruction et valeurs acquises ou développées, nous pouvons dire de lui que c'est un homme, c'est une personne qui est éduquée. Une personne éduquée, c'est une personne qui doit savoir qu'elle n'est pas seule dans ce monde. Donc développer les relations interpersonnelles et les relations interpersonnelles de qualité, c'est-à-dire savoir qu'on existe, qu'on doit s'assumer, qu'on a doit jouir de certains droits, d'une certaine liberté, mais savoir aussi qu'à côté de soi, il y a d'autres personnes qui doivent aussi exister, qui doivent aussi s'assumer comme responsables et qui doivent aussi jouir de certaines libertés. Je pense que c'est très important pour une personne éduquée. Je peux aussi dire qu'une personne éduquée, c'est celle qui sait considérer que, grand ou adulte, toute personne a, petit, jeune ou adulte, je voulais dire, toute personne a de la valeur et qu'elle mérite de la considération, du respect. Du respect. Et enfin, une personne est éduquée si elle a réalisé un certain équilibre dans sa personnalité. Vous savez, mes chers amis, mon frère, il y a des gens qui, quand vous l'observez, vous voyez que du point de vue de l'âge, c'est un adulte, mais quand vous le suivez du point de vue du comportement, vous vous posez la question de savoir, mais celui-ci, à qui pouvons-nous les comparer? Un adulte, mais qui se comporte pratiquement comme un délinquant. Ça ne va pas. On ne va pas dire que cette personne-là est éduquée. Donc je dis, une personne éduquée, c'est aussi une personne qui a réalisé un certain équilibre dans sa personnalité. Éduquer à la vie est une tâche noble. Je vais inviter les parents, les adultes que nous sommes, à nous faire éducateurs à la vie. Parce qu'aucune société ne peut se développer, ne peut s'épanouir si elle n'est pas composée de personnes qui sont imbues de valeurs, si elle n'est pas composée de personnes qui n'ont que des têtes et pas de cœur, et donc pas de valeurs. Aucune société ne peut arriver à ça. Et aussi, je vais attirer l'attention de nos autorités, des responsables, de ne pas confier l'éducation de nos enfants dans les mains à n'importe qui, je voulais dire. Mais que plutôt que ceux qui veulent bien assumer cette tâche, que ce soit des personnes qui soient sélectionnées, c'est-à-dire des personnes qui ont quand même des valeurs et qui savent aussi les transmettre aux autres. Pas uniquement en donnant de très bons enseignements,
mais en donnant des témoignages de leur vie personnelle. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que dans plusieurs écoles, par exemple, comme les cours et dans les bulletins, les chefs d'établissement confient les cours aux personnes qui n'ont pas les profils et qui n'ont pas été formées. Et ça, nous estimons que c'est très dangereux et qu'il est même mieux que cet enseignement ne soit pas donné que de le confier à quelqu'un qui ferait de n'importe quoi avec nos enfants. Donc, le centre d'éducation à la vie est ouvert de 8h jusqu'à 15h30, sauf le samedi. Et toute école, toute structure qui encadre les jeunes ou les parents, mais qui estime qu'il est bon d'avoir un éducateur formé, elle peut se confier à nous. Nous allons échanger et nous avons des formateurs, nous avons des éducateurs, des animateurs pour organiser des formations des éducateurs pour ces structures-là, non pas pour qu'elles continuent à dépendre de nous, mais pour qu'elles deviennent un peu, pour qu'elles développent les programmes dans leur milieu, quoi. L'éducation à la vie est une démarche noble et laborieuse qui permet aux jeunes comme aux adultes d'avoir des réponses aux différents problèmes qui se posent à l'existence. Travailler pour l'éducation à la vie, participer à l'éducation à la vie et subir l'éducation à la vie serait notre souhait pour que chaque citoyen et citoyenne de notre pays en bénéficie.